Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Pimon. Là, je vais vous faire peur tout le monde. Là, je vais vous parler des arsenaux nucléaires que les différents pays possèdent sur la planète. Donc, pour ceux qui pensent que l'Holocauste nucléaire, c'est un danger qui est écarté, ben dites-vous bien que c'est exactement le contraire. Parce que là, maintenant, il y a plein de pays qui ont des armes atomiques puis qui demandent juste à s'en servir. On va dire entre guillemets. Parce qu'avant ça, il y avait la bipolarité entre les États-Unis et la Russie. Puis là, on craignait que, bon, à cette époque-là, un conflit se déclenche entre ces grandes puissances-là. Mais aujourd'hui, il y a plein de pays qui ont des bombes, donc ça peut déclencher au Moyen-Orient. Ça pourrait être, par exemple, avec l'Iran contre Israël. Ça pourrait être le Pakistan contre l'Inde. Ça pourrait être l'Inde contre la Chine. Et la Chine contre les États-Unis, etc., etc. Donc, il faut s'attendre à ce que l'humanité, on ait un holocauste atomique. Peut-être d'ici 25, 50 ans, 100 ans, c'est sûr qu'il va réexploser des bombes atomiques à un moment donné. Parce que si on se fie, par exemple, aux probabilités de la roulette, ben, quand on est sur une série de rouges, ben, à un moment donné, les noirs arrivent, ainsi de suite. Mais la probabilité la plus fréquente, c'est rouge-noir, rouge-noir. Mais quand ça fait longtemps qu'il n'est pas arrivé une guerre, ben, il y a plus de chances. La probabilité est plus forte que la probabilité inverse arrive. Donc, comme par exemple en ce moment avec la grippe coronavirus, ben on avait rarement connu une pandémie mondiale comme ça. Donc la probabilité que ça arrive était très haute, donc ça allait arriver. Mais pour qu'après ça, il y ait une autre pandémie tout de suite après, que la Syrie a continue, ben il y a moins de chances. Donc c'est ça. Fait que comme ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il n'y a pas eu de bombes atomiques vraiment qui ont sauté sur des populations, ben il y a de bonnes chances que ça réarrive à un moment donné là, dans l'histoire. Puis là, est-ce que ça va entraîner une escalade de la guerre, une escalade des bombardements atomiques? Peut-être que oui, mais bon, on souhaite que non, là. Mais là, le problème, c'est que tous les pays veulent avoir la bombe atomique, évidemment, parce que c'est une façon de faire du chantage par la peur de dire, bon, ben nous autres, on a la bombe, tenez-vous tranquille, si vous nous attaquez, on vous envoie une coupe de bombes, soit par nos sous-marins, soit par des missiles intercontinentaux, etc. Donc, c'est une menace, dans le fond, qui est toujours potentielle. Ça, c'est sans compter le terrorisme international, là, qui pourrait utiliser à un moment donné des bombes atomiques comme ça, là, des micro-bombes. Donc, on va regarder les arsenaux nucléaires actuels des pays. Puis ensuite, je vais vous parler plus précisément de comment ça prend, quelle configuration que ça prend pour les pays spécifiquement. Donc, les grands leaders, donc les créateurs de la bombe atomique sont évidemment les Américains. Les Américains, dans le fond, c'est Léo Szilard avec Albert Einstein. Quand ils ont entendu parler que les Allemands travaillaient sur un programme d'enrichissement de l'uranium, qui travaillaient sur d'éventuels réacteurs atomiques, et puis que l'énergie, parce qu'Einstein, évidemment, il y avait moyen là, finalement, de contrer les Allemands. Là. Donc, c'est pour ça que là, ils ont créé là, en 1938 le projet Manhattan. Et puis, ben c'est ça. Dans le fond, là, il travaillait à Los Alamos, dans le désert. Protégé là, de tout espion qui aurait pu venir collecter des informations là-dessus. Dans le plus grand secret, ils ont créé un réacteur atomique primaire pour ensuite créer aussi enrichir de l'uranium. Bon, tout ça pour advenir à Little Boy, qui était une bombe à l'uranium, et puis ensuite Fat Man, qui était une bombe au plutonium, qui ont envoyé par la suite sur le Japon pour terminer la Seconde Guerre mondiale. Parce que sinon, les Américains, il aurait fallu qu'ils fassent un débarquement au Japon, puis
Puis ça, selon les spécialistes américains, ben ça leur a coûté très cher en vie des Américains. Donc, ils ont préféré utiliser la bombe atomique, ce qui a terminé la Seconde Guerre mondiale dans une vue pacifique, là, ce qui sera probablement pas le cas à notre époque, là. Donc, on va regarder les arsenaux nucléaires de 2012, là, c'est les statistiques que j'ai trouvées. C'est sûr que ça peut varier un petit peu là, d'année en année, mais grosso modo, c'est des chiffres qui se tiennent encore. Donc, par exemple, les États-Unis, ça, c'est ça les chiffres que je vous parle entre les États-Unis et la Russie. C'est les stocks d'armement après le désarmement nucléaire qu'il y a eu là, après des traités là, que je vais vous nommer tantôt. Là, dans le fond, qui ont. J'ai la liste des différents traités où est-ce que là, les Russes et les Américains ont décidé de se dénucléariser tranquillement parce que là, évidemment, il y avait une escalade de la construction de bombes atomiques, puis ils se disaient, ça n'a pas de bon sens, à un moment donné, on se pète ça sur la tête, on va tout détruire, là. Donc, ils ont fait des traités, ce que finalement, ils ont démonté des bombes, mais il en reste encore beaucoup, là, tu sais, si chaque... Parce que, en fait, une bombe atomique, ce que ça va faire, ça va... Tu sais, les gens voient ça comme de quoi d'extrêmement puissant, mais oui, c'est très fort, mais essentiellement, ça va rien que détruire une ville, OK? C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des bombes qui peuvent avoir plusieurs ogives à l'intérieur de la tête nucléaire. Donc, ce qui fait que tu peux avoir, par exemple, 10, 12 ogives nucléaires. Donc, tu as 10, 12 bombes. Fait que ça fait un méchant gros dégât, mais essentiellement, ça va détruire une région de 50 à 100 km, ce qui comprend une ville, par exemple. Mettons la ville de Montréal ou la ville de New York. Avec une bombe atomique, ça serait pas mal tout explosé. Donc, les Russes, eux autres, à l'époque de la guerre froide, puis les Américains aussi, vice-versa, avaient des bombes dans leurs arsenaux où est-ce qu'il y avait la ville des pays qui était écrit dessus, là. Donc, il y avait une bombe pour Moscou, il y avait une bombe pour New York, il y avait une bombe pour Washington, etc. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais, la probabilité qu'ils l'utilisent était quand même assez haute. Tu sais, quand tu as plusieurs bombes pointées sur ton pays, avec le nom des villes, tu as besoin de pas te tenir tranquille, là, mais ça peut starter n'importe quand. Donc, c'est pour ça. Les États-Unis, à notre époque actuelle, ont un cumulatif d'environ 8000 bombes atomiques. Donc, on s'entend qu'avec juste ces 8000 bombes-là, il y en aurait suffisamment pour détruire la plupart des villes sur la Terre, finalement. Les grandes villes, on parle. Ensuite, les Russes, eux autres, il y aurait un cumulatif d'environ 10 000 bombes. Eux autres, ils en ont gardé un petit peu plus. Peut-être qu'ils connaissent les stocks connus là, des Américains, donc ils veulent garder peut-être une petite supériorité là, au niveau des bombes, mais rendu à ce niveau-là, ça fait pas une grosse différence. Ensuite, on parle de la puissance atomique de l'Angleterre, avec 225 bombes atomiques. Les Anglais, eux autres, ils marchent plus par sous-marin. Eux autres, des missiles intercontinentaux, c'est pas leur spécialité. Eux autres, ils ont des sous-marins qui se promènent à la surface de la planète 24 sur 24. C'est des sous-marins qui sont prêts à envoyer des ogives nucléaires sur n'importe quelle zone de combat. La position de ces sous-marins-là ne sont pas connues parce qu'évidemment, ils veulent pas être attaqués. Un bon endroit pour cacher des sous-marins atomiques, c'est d'aller sous les calottes polaires, mettons sous la glace du pôle Nord, parce que justement, la glace qui bouge, ça fait des frottements, ça fait des craquements. Ça va un petit peu camoufler les bruits du sous-marin aux autres radars ennemis qui pourraient repérer éventuellement la position d'un sous-marin nucléaire d'un pays X. Donc, mais sinon, ces sous-marins-là se promènent en tout temps, là. Et puis, c'est arrivé, il y a une couple d'années, que deux sous-marins de deux pays différents se sont heurtés parce qu'évidemment, ils ne connaissent pas la position de l'autre sous-marin. Fait qu'il y a une probabilité qu'ils se rencontrent dans l'océan, là. C'est arrivé. Donc, la France, eux autres, ils ont 300 bombes atomiques. C'est pas une grosse puissance atomique, mais avec 300 bombes opérationnelles, évidemment, ils peuvent faire des dégâts, menacer des pays éventuels qui attaqueraient la France, etc., etc. Ensuite, la Chine, eux autres, il y aurait 240 bombes atomiques. Là, eux autres, la Chine, c'est particulier. Parce qu'évidemment, c'est la première puissance économique mondiale. Les Chinois, moi, ce que j'ai vu sur Internet, c'est que
il y aurait une espèce de muraille de Chine, OK, où est-ce qu'ils ont deux grandes séries de bombes. Ils ont deux séries de bombes. Donc, ils peuvent envoyer une première frappe de bombe à grande distance. Puis ensuite, si ça n'a pas fonctionné, s'ils n'ont pas nuké un pays au complet, ils peuvent envoyer une autre grande série de bombes. Donc, cette muraille-là de bombes atomiques est assez dissuasive pour les autres pays. Ils préfèrent une frappe sur les États-Unis, puis en faire une deuxième frappe. Mais la première frappe détruirait essentiellement la plupart des villes. Donc, c'est quand même assez sérieux, là. Puis la Chine, ben ça, c'est ce qui est déclaré, hein. Les stocks ne sont pas toujours très, très bien répertoriés. Fait que, tu sais, il faut se fier à ça, mais en même temps, c'est probablement un petit peu plus que ça, d'après moi. Connaissant la capacité de production de la Chine qui est l'usine de la planète en ce moment, là, ces autres, ils ont une capacité de production incroyable, là. Ça me surprendrait beaucoup que ça soit arrêté à 240 bombes, là. Ils doivent être dans une espèce de folie, là, à construire plein de bombes indéfiniment, là, pour être certain de pouvoir rivaliser contre n'importe qui, y compris les Russes. Même si les Russes, c'est leur associé en temps normal contre les Américains, il n'est pas exclu que la Russie fasse la guerre pour une raison quelconque à la Chine. Donc, avec leurs 10 000 bombes, les Russes, ils pourraient nuker pas mal les grandes villes chinoises. Donc, les Chinois doivent avoir pensé à ça, là, étant le deuxième pays avec les plus hauts QI sur la planète avec 106 points moyens, là. Bon, ensuite, on a l'Inde. Les autres qui auraient un arsenal de 80 à 100 bombes. Ce qui n'est pas énorme, mais les Indiens, eux autres, leur ennemi principal, souvent, c'est la Chine, évidemment, et puis aussi le Pakistan. Parce que ces deux pays-là, ils s'aiment pas beaucoup, hein. On a des musulmans d'un côté, des hindouistes de l'autre. Il y a eu plusieurs invasions de l'Inde au Pakistan. C'est ce qui fait en sorte que le Pakistan aussi s'est armé de la bombe atomique pour faire une dissuasion nucléaire, d'avertir les Indiens de ne pas franchir leur territoire. Donc, puis les Indiens, ce qui est triste, je vais vous faire la petite histoire, c'est que eux autres, dans le fond, comment ils ont fait pour acquérir la bombe atomique, comme j'expliquais la semaine passée, c'est qu'à un moment donné, tu sais, j'allais dire l'humanité, avec notre bonne foi, notre grande candeur, notre grande naïveté, c'est qu'à un moment donné, les Américains et les Canadiens ont créé le mouvement Atom for Peace, l'atome pour la paix. Ça voulait dire on va donner l'atome aux pays en voie de développement pour qu'eux autres, avec, puissent développer des réacteurs atomiques, accéder à une énergie peu coûteuse, etc. Sauf que, bien évidemment, ce qu'il y avait en dessous de ça, d'après moi, c'était des intérêts tout simplement économiques. Les Américains et les Canadiens voulaient vendre leur série de réacteurs aux pays pauvres. Parce que, mettons, nous autres au Canada, comme j'expliquais l'autre fois, c'est les réacteurs CANDU. Mais les Américains, eux autres avec, ils avaient leur type de réacteur qui marchait avec de l'uranium plus concentré, par contre, là. Donc, à un moment donné, ils ont été voir les gouvernements, ils ont essayé de séduire les gouvernements pour leur vendre leur série de réacteurs, en pensant que les autres pays seraient trop stupides pour faire de l'enrichissement de l'uranium puis se monter un arsenal nucléaire, ce qui était une grosse erreur, parce que comme j'expliquais l'autre fois, les pays, quand il y a un réacteur nucléaire, tout ce qu'ils veulent faire, c'est obtenir le fameux plutonium pour se garantir un bel arsenal atomique qui a une grande probabilité d'explosion. Donc, les Indiens, ben c'est ce qu'ils ont fait. Fait que là, nous autres, on les a fourni tous les plans pour les réacteurs. Puis finalement, ben, ils se sont montés un arsenal atomique. Fait qu'ils ont fait exploser leur première bombe atomique. Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Timmons.